Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes donc nombreux à ce rendez-vous de décryptage et d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale. Nous nous acheminons peu à peu vers les élections donc générales de 2026. Mais avant, c'est le 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Le Bénin s'apprête donc à célébrer la fête nationale et justement, les forces de l'opposition ont donné de la voix. Il y a quelques jours de cela, à travers une conférence de presse où ils appellent à l'unité nationale, au renforcement, bien évidemment, donc de l'unité nationale pour comprendre un peu les enjeux liés aux élections générales de 2026 et également à cette voix qui s'est fait entendre. Nous avons invité pour vous donc le porte-parole du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Il est également le président du parti Grande Solidarité Républicaine qui a d'ailleurs bouclé ses 10 ans d'existence et donc la première décennie est bouclée. Antoine Guédou nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous. Antoine Guédou, bonjour. Antoine Guédou Vicetobi. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous allez bien? Assez bien, à merveille. Voilà. On ne le dit pas assez, JSR, la main dans la main. Pourquoi l'intituler? Non, dès la création de notre parti en 2015, nous avons opté pour une gestion collégiale du pays. Nous pensons que c'est la main dans la main, que tous les fils de ce pays doivent construire le pays. D'ailleurs, dans notre hymne, il y a un appel à la construction du pays. Très bien. Comme dans l'hymne national, il est dit quelque part, les bâtisseurs d'aujourd'hui venaient aussi contribuer. Oui. Donc c'est ça notre option, c'est ça. Nous avons compris très tôt qu'un pays divisé contre lui-même ne peut espérer avoir du développement. Voilà. Et donc, GSR a compris la chose depuis, vous parliez de l'unité nationale il y a longtemps. De l'unité nationale, la main dans la main. Très bien. Il faut qu'on soit tous unis. Oui. Et là, en matière d'unité nationale, il faut saluer la mémoire du président Kérékou. Vous avez vu comment les élections se passaient au nord, au centre, au sud. C'est lui qui est venu mettre fin à tout ça et susciter un regain d'unité nationale. Aujourd'hui, ouais, ce que c'est, tout est à terre là. Voilà. En tout cas, on en parlera. Justement, je le disais dès l'entame de mes propos que votre parti politique, qui est membre justement du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, a bouclé ses 10 ans. Quel est le bilan que vous en faites? Nous sommes satisfaits de notre participation à la vie du pays, à la vie publique. Parce que vous pensez, pour tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, on ne peut pas s'amuser à croire aujourd'hui qu'on s'amuse, si je peux me répéter ainsi. Surtout face à ce régime qui est en face de nous. Voilà. Donc le bilan est très positif. Nous continuons droit dans nos bottes. Très bien. Voilà. Et il y a quelques jours, vous, avec vos camarades donc, des forces politiques de l'opposition, vous avez donné de la voix. Vous avez invité les hommes des médias pour vous faire entendre. Vous avez appelé à l'unité nationale. Quelles étaient les motivations? Vous savez que l'unité nationale est une recommandation fondamentale, ou si vous voulez même une décision fondamentale de la conférence des forces vives de la nation. Et comme je vous le disais, sans unité, on n'aura rien. C'est ceux qui ont intérêt à diviser les fils et filles de ce pays qui peuvent renoncer à l'unité nationale. Et les partis du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, comme le JSR, comme les démocrates, comme le MPL, comme le NFR, nous y tenons. Nous tenons à l'unité nationale. Nous tenons au respect des consignes de la conférence nationale. Alors nous avons constaté que depuis 10 ans, le président Patrice Talon a pensé qu'une fête nationale, c'est sa seule affaire, comme s'il avait acheté le pays.
au point même de fermer les yeux sur la participation de l'opposition pendant qu'il invite des gens de l'extérieur. En fait, quand vous dites la participation de l'opposition, on n'a jamais interdit à l'opposition de venir. Par exemple, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, peut toujours participer. Il y va en tant qu'ancien président, pas en tant que représentant de l'opposition. Vous savez que c'est d'ailleurs récemment qu'il a pris les rênes du parti Les Démocrates. Donc, et lui veut les célèbres qui vont, je dis enjoliver, parce que en son intérieur, ce n'est pas ça. La fête nationale, c'est d'abord l'esprit de famille. Donc, lui, il veut maquiller ça pour dire il y a telle personne, mais ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas... En fait, vous voulez qu'il invite qui concrètement? Vous savez qu'il invite tous les partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui représentent aujourd'hui les populations après l'Assemblée nationale. Encore que l'Assemblée nationale émane de ces partis-là. Voilà. Déjà, les démocrates sont d'office déjà parmi ceux qui seront à la tribune. Parce qu'ils ont... Le président Patrice Talon a intérêt à faire ça. C'est un maquillage pour espérer se faire admirer par l'opinion internationale. Ah bon? Oui, c'est tout. C'est tout ce que ça cache. D'abord, posez-vous la question, pourquoi les démocrates seuls? Les démocrates n'ont pas fait les mêmes formalités que les autres partis? Non, dites-moi. Ce n'est pas normal. Constatez ça avec moi. Donc, s'il invite les démocrates, c'est pour d'autres raisons. Est-ce que c'est du fait de Patrice Talon ou depuis des années, c'est les parlementaires et d'autres qui sont invités très souvent? Est-ce que les partis politiques étaient Depuis invités? des années, il n'y avait pas que ça. Il y avait les personnalités qui étaient des présidents de partis politiques, comme Bruno Amoussou, comme Maître Adrien Hongbeji, comme Idjikola Olé, un certain nombre de personnalités qui étaient des présidents de partis politiques. Et ils étaient invités régulièrement avant l'avènement de la rupture. Avec la rupture, c'est devenu singulier. C'est ceux qui sont avec lui. Tu es avec lui ou tu n'as droit à rien. Vous suivez bien ce que je dis? Je vous écoute. Nous, on aurait aimé. Qu'il invite les responsables Nous, on de parti. aurait aimé que la gestion du pays soit l'affaire de tout le peuple. Soit l'affaire de tous les représentants du peuple à divers niveaux. Très bien. Voilà. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut Et retenir? notre conférence, Oui, exactement, pour en revenir. nous avons fait ça pour faire un appel à l'unité. Et pour mettre le doigt sur ce qui entrave l'unité, mettre le doigt sur ça, président Talon. Le texte de la conférence est d'ailleurs fini par un appel au président Talon. Ah bon? Ah oui. Pourtant, il n'était pas encore président. Non, je dis, mais ici, Ah, le test de la conférence, De la que conférence. vous avez tenu. Ah, Oui. d'accord, très bien. c'est ça. Et vous savez, nous sommes à la veille des 65 ans. D'indépendance. Moi, je ne me sens pas concerné par cette fête-là, pendant que mon candidat au présidentiel de 2021 est en prison. Les démocrates ne se sentent certainement pas concernés pendant que leur candidat est en prison. Il y a d'autres partis qui ne se sentent pas concernés pendant que leurs parents sont en prison ou pendant qu'on les prive de tout. Il y a des questions à régler. Et nous avons demandé au président Patrice Talon de prendre de la hauteur. L'objectif de son élection n'est pas d'emprisonner tout le monde, n'est pas d'envoyer tout le monde en exil, Et ce n'est pas son objectif. n'est non pas plus. d'affamer tout le monde. Et ce sont des personnalités qui, la justice leur reproche des choses. Vous parlez de justice dans ce pays.
la justice d'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature est vidé de sa substance. Pourtant, c'est une sorte d'assemblée des magistrats. On y a mis tellement d'halogènes que les magistrats ne sont pas libres de rendre justice parce que c'est ça qui gère leur carrière. Sans compter les intimidations adjacentes. Vous avez écouté Batamoussi dans ce pays. Vous avez écouté bien d'autres. C'est un constat. Et tout comme si cela ne suffisait pas, avant lui, lorsque un citoyen n'est pas satisfait de la justice rendue, il pouvait s'adresser à une autre organisation internationale. Ça se fait toujours? Juridiction internationale. Ça se fait toujours? Non, non. Mais parce que le président Patrice Talon a voulu construire la justice à sa manière, en bombant le Conseil supérieur de la magistrature d'halogène. Il n'a pas été satisfait. Il a retiré le Bénin de ce droit-là. Tout le Bénin en tout. Donc finalement, il rend sa justice, vous ne pouvez plus aller nulle part. Il est en première instance, il est à l'appel, il est à la cassation, et après ça, vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part. Et donc, c'est tout ceci, vous avez dit lors de la conférence? Je vous ai dit que, je vous avais dit, ce n'est pas parce qu'il veut mettre les gens en prison. Je vous donne les raisons qui fondent à dire que c'est ce qu'il veut. Ah bon? Ah ben, bien sûr. J'ai suivi le procès à Yvon. J'ai suivi le procès Ricky Amadougou. C'est vrai, la justice a rendu sa décision, mais c'est susceptible de commentaires. J'ai commenté en son temps. J'ai dit ce que je vois. Le juge Batamoussi m'a donné raison après, bien après, il était aussi à la criette. Et il y a un truc tout récemment qui a fait mal à tout le monde. Steve Amoussou. Vous savez, lorsque vous enlevez quelqu'un, c'est une infraction. Lorsque vous traversez la frontière pour aller enlever, c'est une cause aggravante. Une circonstance aggravante, si vous voulez. Mais ceux qui ont fait ça. Vous avez suivi le procès et puis... J'ai suivi et j'ai fait mes commentaires. La justice béninoise estime que ce n'est pas la justice qui est allée chercher. Ce que je te dis, oui. Ce n'est pas la justice qui est allée chercher, c'est là où c'est mauvais. Celui qui a fait ça doit être puni. Il y a un procès qui a eu lieu. Et procès, vous pensez que c'est 2 ans qu'il faut pour quelqu'un qui a fait ça? Vous voulez plus? Vous pensez que c'est 2 ans? Et même, dites-moi, la manière dont le procureur spécial de la Criette a reçu le colis, ce qu'ils appellent colis, dans leur jargon. Vous voyez? Steve était si conscient, il en était si conscient qu'à l'audience, sa première audience, il a dit qu'on ne peut pas s'intéresser à lui sans s'intéresser à comment le colis qu'il a transporté a été fait. Et c'est tellement que c'est pour ça que, justement, ceux qui l'ont pris ont été le jour où on doit juger, oui. Ceux-là qui sont allés l'enlever, ils sont venus librement au tribunal, à la criette, ils ne sont pas venus menotter. Vous trouvez que c'est normal? Tous ces détails comptent pour vous? Ça compte. Nous sommes en matière de droit. Il y a un minimum qu'on nous apprend. Et puis quand après tout ça là, la disqualification a donné ce que ça va donner, ils ont le droit de le faire, mais nous avons le droit de commenter. La disqualification, l'infraction, ce que ça a donné, pour finalement aboutir à 2 ans, on a l'impression que c'est fait exprès. Et donc tout ceci vous amène à dire alors quand vous voyez tout ça là, oui.
vous êtes fondé à dire que la posture du président Talon, c'est de mettre systématiquement en prison tous ceux qui ne disent pas la même chose que lui. Ou tous ceux qui commettent des infractions, parce que vous écoutez également les autres Pas de la mouvance. Pas tous ceux qui commettent des infractions. Les autres de la mouvance que vous voyez, vous allez faire très attention et constater avec moi que c'est seulement ceux qui sont en disgrâce avec lui qui sont vraiment punis. Ah bon? J'ai lu dans les réseaux sociaux l'autre jour, après l'affaire Akbouna. J'ai lu une plainte à Nambi et le tribunal lui a demandé une caution de 300 000 avant de connaître du dossier. Bon, ce n'est pas nouveau. Pour que votre dossier votre plainte soit recevable, il faut pouvoir remplir les formalités. Et donc, c'est l'une des formalités. Ça a toujours été le cas. Vous me faites rire. C'est tout comme si vous ne suivez pas ces choses-là. Et donc, avant, on payait par... Je m'abstiens de ne pas commenter davantage. Très bien. Puisque ce qui se passe dans notre pays n'est pas bien. D'accord. J'ai l'habitude de dire, quand une affaire est en justice, je n'aime pas m'intéresser à ça. Tout à fait. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du président Patrice Talon après cette sortie? Ce que nous attendons, c'est qu'il libère les prisonniers. C'est qu'il laisse les exilés politiques rentrer avec des conditions qui leur garantissent la sécurité pour qu'on ne les reprenne pas le lendemain. Pour que la fête soit véritablement nationale. Ah, vous le voulez avant même la fête nationale? Bien sûr. Bien sûr. S'il ne le fait pas avant, en quoi moi je serai concerné par ça? Non. Je ne suis pas contre le président Talon. Mais je suis contre une façon de travailler et n'importe qui viendrait demain s'il fait la même chose, je recommencerai. Ça ne me gêne pas de rester dans l'opposition toute ma vie. Je ne suis pas venu en politique pour m'enrichir. Je suis venu en politique pour défendre mon idéal, pour défendre le peuple, pour défendre les règles préétablies. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi, peut-être que vous demandiez aussi à rencontrer peut-être le président Patrice Talon pour en discuter énormément? Vous savez, dans la mouvance du code électoral, le cadre lui a envoyé une lettre d'audience. Demandez s'il nous a reçus jusque-là. Les grands cadres de la nation ne peuvent pas être nargués comme ça. Juste pour des raisons politiques. Peut-être que, comme vous connaissez déjà sa position par rapport à cette question-là, il trouvait que c'est inutile peut-être. Vous savez, en matière administrative, on dit souvent, tout courrier mérite une réponse. Et chez moi, enfant, on dit, on ne refuse pas l'appel. Voilà. Donc, se comporter comme ça, excusez-moi, je vais peut-être exagérer si je dis ce que je dis. C'est pas bien. Est-ce que vous avez fait le suivi peut-être pour voir si le courrier atterrit peut-être sur sa table ou par la suite s'il y avait une réponse? Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'en 2021, il disait, on refusait d'aller aux élections. Et il disait publiquement qu'il va s'investir pour trouver du parrainage aux candidats sérieux. Et que nous avons fait. Le courrier que moi j'ai adressé, que les démocrates aussi ont adressé, pour réclamer les parrainages de nos candidats, ce n'est pas exploit d'huissier. Vous voulez me dire que ça ne va pas atterrir sur sa table? Ce n'est pas exploit d'huissier, il en a reçu copie. On l'a envoyé au président de l'UP, on l'a envoyé au président du BR, ils ne nous ont pas répondu jusqu'à ce que les élections aient lieu. Mais ce n'est pas grave. Nous l'aurions fait, nous avons la conscience dégagée.
nous aurions testé la parole du président, l'engagement du président jusqu'au bout. Et vous savez, ça fait partie des 5 raisons pour lesquelles moi je reste un opposant radical au président Patrice Talon. La première raison. Je dis, il n'est pas la première raison. Oui. Je ne peux pas admettre qu'un président dise, pour que je garde un président élu, parce qu'il peut y avoir des présidents par coup d'État, pour que je me sente bien dans la peau, pour que je gère bien le pays, il faut que tout le monde soit emprisonné, il faut que tout le monde aille en asile, il faut que tout le monde soit affamé. Il a dit quand? C'est la première raison. Il a dit quand? Les faits sont là. Parce que vous avez dit Sur chaque volet... Il ne l'a pas dit. Non. J'ai dit, il faut que se dise, j'ai dit. Très bien. Et les faits sont là. La deuxième raison, vous savez, moi je suis banquier de profession. Et je pense que le président Patrice Talon, pour le niveau d'homme d'affaires qu'il est du moins, il a le devoir de respecter sa ceinture. Si vous voulez, ses engagements. Autrement, moi je ne peux pas être d'accord avec lui. Les 2 premières raisons, si vous voulez, je vais vous en citer d'autres, oui, comme l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques, etc., etc. Et quand c'est comme ça, moi, je ne peux pas être d'accord. En fait, quand vous parlez d'absence de transparence, pourtant, quand des infrastructures sont érigées, il y a les coûts qui sont connus. Le ministre conseiller aux infrastructures expose toujours les coûts des infrastructures. Il a exposé. Vous parlez de quoi? Je crois que sur télé, je lui ai suffisamment répondu. Hein? Les coûts, d'accord. Les coûts sont encadrés. Je vous en prie. Moi, j'ai été chef service des marchés. C'est mon premier poste à la Caisse autonome d'amortissement. En matière d'appel d'offres, tout ça là, il y a toujours des coûts de référence. National comme international. Vous suivez ce que je dis? Oui, tout à fait. Mais quand vous faites tout en dehors de ça, en dehors des lois, la loi dit, le Code des marchés publics dit que si vous signez un marché, vous n'avez pas le droit d'accorder plus de 30% du coût en termes d'avenant. Mais quand vous allez à 150 et quelques pourcents, et qu'on en parle, vous devez vous taire. Quelle est la qualité qui peut vous amener à ça? En fait, de quel marché parlez-vous? Bon, parce que pour lui, on l'a reçu ici. Allez voir le siège de l'Assemblée. Exactement. On l'a reçu sur cette question. Oui. Sur cette question, il a dit qu'il n'y a pas d'avenant. Que le gros œuvre, il y a donc le premier lot. Le gros œuvre, c'est un marché à part. Et puis d'autres également sont à part, qui n'y a pas d'avenant. On l'a reçu sur ce même plateau. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Cela veut dire simplement qu'on a fabriqué des choses pour arriver ou contourner la loi. Vous suivez bien ce que je vous dis. Quand vous prenez ce dossier-là, oui, lorsqu'ils voulaient casser l'ancien siège de l'Assemblée, ils ont commandé une expertise à Sirosam. Les conclusions sont là. Sirosam a dit le site n'a rien. Si vous pouvez donner encore 7 milliards au monsieur, il va bien terminer. Malgré ça... Pourtant, la fondation, on avait entendu que la fondation posait problème. C'est leur problème. Ce n'était pas le cas? Sirosam est une ingénierie bien reconnue. Ils ont dit ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose en passant avant de continuer. Vous savez, ce truc a été initié sous nous, les Gbessi. L'actuel ministre des Infrastructures a été déassé sous Luc Nyankadia. Ensuite, décès sous nous, Gbessi. Il a eu le temps de trouver que le terrain n'est pas bon.
Et c'est aujourd'hui qu'ils découvrent subitement que ce sol ne va pas. J'étais à la caisse autonome d'amortissement, j'étais impliqué à tous les niveaux. Et il fait ça. Et puis, ils disent, malgré les conclusions de l'expertise demandées par eux-mêmes, ils ont dit niet, qu'il vaut mieux tout casser et reprendre au même coup 25 milliards que le premier avait reçu. Ils ont cassé. Aujourd'hui, là, ils sont à combien? Ils sont à combien? Ils sont déjà au-dessus de 80 milliards, sinon très proches. Pendant que le cours des marchés dit qu'il faut utiliser 30% au maximum pour les avenants. Alors, quand on voit des choses comme ça, et puis des gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents... L'Assemblée nationale est chargée de quand même vérifier la transparence budgétaire, puisque l'Assemblée nationale, justement, autorise, et l'Assemblée nationale est à même de pouvoir quand même vérifier. Non. Non. Le gouvernement et l'exécutif. L'Assemblée a mis un budget général de l'État. À l'intérieur, ce qu'ils font, ils ne rendent pas compte comme ça à l'Assemblée. Déjà, sur les prêts, le président Patrice Talon a supprimé les contrôles a priori. Et a dit, je vais ratifier. Après, je viendrai vous rendre compte. Il a fait combien de fois qu'on rendu à l'Assemblée? Et comme c'est une Assemblée complice, combien de fois ils lui ont demandé compte? En d'autres circonstances, l'Assemblée aurait parlé d'offense. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Très bien. Et donc, vous parliez des raisons qui donc, je dis que, bon, quand les choses sont comme ça, on ne peut pas être d'accord avec ces gens-là. Hein? Vous savez, il y a un adage qui dit, lorsque ceux qui commandent perdent la honte, ceux qui exécutent perdent le respect. C'est bien ça. Mais les autorités restent des autorités qui méritent déférence. Je ne leur ai pas demandé, je ne leur ai pas dit qu'ils sont déchus. Tout à fait. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils font en vertu des textes qu'ils ont, ils assumeront. Mais moi aussi, j'ai le droit de critiquer. Parce que les textes portant statut de l'opposition est clair là-dessus. L'opposition peut se prononcer sur tout ce qui se passe au plan national comme au plan international. C'est le président Patrice Talon qui a promulgué la loi. Et ce que certains reprochent très souvent à l'opposition, c'est, après les critiques, de ne pas faire des propositions. Je vous ai dit, il faut, quand vous parlez de propositions, c'est que déjà vous êtes dans un pouvoir discrétionnaire. Là où c'est encadré par la loi, vous n'avez pas besoin de propositions. Vous faites simplement observer que les lois ne sont pas respectées, les textes ne sont pas respectés. C'est tout. Quelle proposition ils veulent? Après avoir créé tous les dégâts? Non. Non. D'ailleurs, dans les circonstances, pour que l'Assemblée, pour qu'on leur fasse des propositions, l'exécutif, il faut qu'il nous montre que nous sommes concernés par la gestion de la nation. Vous suivez? Et donc, vous ne vous sentez pas... Tant que l'opposition n'est pas rentrée à l'Assemblée, le président Patrice Talon a créé son marché, et payait régulièrement la subvention de l'État à ces bébés siamois. Il y a tout de même maintenant les démocrates qui... Depuis que les démocrates sont allés à l'Assemblée, il a payé une fois parce qu'il est surpris, mais depuis longtemps, il ne fait plus ça. Vous parlez de quoi concrètement? Le financement public. Le ministre des Finances est là, il ne paie plus. Mais ce n'est pas que l'opposition, même les autres... L'opposition et les autres partis ne sont pas dans les mêmes conditions. Lorsque vous avez des partis qui ont une subvention publique de l'ordre de 2,5 milliards
par an. À défaut de ça, tous leurs cadres sont au poste important, avec des salaires de corruption. En fait, c'est vous qui appelez ça... Je l'assume. Vous trouvez normal que dans ce pays-là, où le plus grand cadre, je dis le plus grand cadre de l'administration, dans la grille, est autour de 300 millions environ, que des gens, parce qu'ils sont ministres, soient à 20 millions, à 16 millions, à 8 millions. Ce n'est pas les mêmes risques. Et puis là, c'est une responsabilité parce politique. Que personne n'a été ministre dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de ministre dans les autres pays. C'est ça? Vous voulez me dire? Quand on veut prendre une décision, on dit, bon, qu'est-ce qui est fait par le passé? Qu'est-ce que ceux qui sont dans la même branche que moi aujourd'hui font? Et qu'est-ce qui se fait à l'extérieur? Les experts que moi, j'avais reçus pendant que j'étais en fonction, et dont j'ai étudié les marchés, au plus, ils avaient 4 millions. 4 millions, je vous dis bien. Sinon, c'est entre 2,5 millions et 4 millions. Vous suivez? Si ceux qui se disent aujourd'hui développés gèrent leurs ressources avec autant de parcimonie, vous qui n'avez aucune ressource, vous allez faire des choses comme ça. La preuve, c'est que ceux à qui on veut donner ça, c'est ciblé. Dès que des personnes étrangères à la décision sont rentrées dans la basse-cour, paf, on a coupé. Et vous pensez qu'il est normal qu'on gère un pays comme ça? Bon, de toute façon, ce sera payé. Tôt ou tard, ce sera payé puisque ce sont des tests. Je sais. Mais l'esprit n'est pas bon. Très bien. Vous auriez souhaité que tous les gouvernements fassent la même chose. Lorsqu'il y a des tests qui réglementent, et le pouvoir discrétionnaire du président s'arrête là où commencent les tests. C'est ça l'administration. Donc vous voyez, quand vous vivez dans cette situation, et ce qui s'est passé avec le siège de l'Assemblée, ça se ressent aussi sur les routes qu'on construit là. Parfois des routes qui n'ont rien, qu'on casse là, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Ah ben n'oubliez pas, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont de problèmes. Lesquelles? Qui ont de problèmes. Je sais que vous avez été le premier responsable du fonds routier. De fonds routier, et donc certainement, vous savez de quoi vous parlez, mais on a eu beaucoup d'infrastructures qui sont véritablement dégradées. Et donc on avait besoin d'une certaine... J'ai parlé de route, je n'ai pas parlé d'infrastructures en général. Bon, je parle d'infrastructures routières. Quand je parle d'infrastructures... Vous pouvez m'en citer des exemples? Je ne suis pas là pour pouvoir vous citer. Je sais que vous êtes... Je l'ai demandé parce que pour moi, la vérité est une affaire de preuve. Les problèmes que ces routes-là ont. Donc pour vous, aucune infrastructure routière n'a de problème? Je n'ai pas dit aucune. D'accord. Je n'ai pas dit aucune. Parmi les infrastructures... Il y en a qui n'ont aucun problème. Qu'on casse, qu'on recommence. On en parlait du siège de l'Assemblée. Même les routes, c'est les mêmes problèmes. Il y a les mêmes problèmes. Très bien. On parle maintenant du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Quand on fait le recul, vous prenez du recul, vous faites une rétrospection. 65 ans, le Bénin a-t-il avancé? Vous savez, le Bénin aurait dû avancer. Aurait dû avancer. Mais ça n'a pas véritablement avancé. Surtout depuis 2015. Pourquoi l'année de 2015? J'allais même dire 2016, l'année d'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Ça n'a pas avancé. Il n'y a eu que de recul. Vous savez, j'ai souvent vu dans les réseaux sociaux et des politiciens dire « Ah, il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, ah, il a fait ceci, il a fait... » Et pas plus tard que... Ce n'est pas le cas? Le week-end dernier, oui. Et comment on l'appelle, l'honorable Issa Salifou disait au Nord, ils n'auront pas la présidente de la République. J'ai pitié de mes frères et sœurs. Parce qu'il faut se référer aux infrastructures, au travail qui a été abattu par le président Talon.
qu'il m'excuse. C'est une vue d'analphabète. Pourquoi? De la chose. Pas du tout. Le programme asphaltage, on voit les rues. Non, il ne s'agit pas de dire j'ai fait. Il s'agit de dire, est-ce que c'est efficient ce que vous avez fait? Est-ce que c'est bon techniquement et au moindre coût? C'est ça qu'il faut apprécier. Vous dites, il a fait. Très bien. Quand vous voyez les aspects techniques... Je vous donne un petit exemple. Très bien. Depuis l'arrivée du président Soglo au pouvoir, le président Kérékou même, c'est la même chose, un peu moins encore. Le budget général de l'État, c'est-à-dire les ressources accordées à l'exécutif, varie de 400 milliards à 600 milliards. Jusqu'en 2015. Parce que le dernier budget a été voté en 2015. Mais depuis l'arrivée du président Patrice Talon, ça varie de 2500 milliards à 3 milliards. Parce qu'il y a de nouvelles ambitions et justement, et puis c'est matérialisé sur le terrain avec des infrastructures routières notamment. Parlez-moi de la matérialisation. Il y a le programme d'action du gouvernement. Vous l'avez lu, la phase 1? Il y a le programme d'action du gouvernement. Je leur ai dit, les premiers chiffres qu'ils ont publiés, je vais dire, pour le premier quinquennat, dit que sur 9 000 milliards prévus, ils ont atteint à peine 3 000 milliards. Le taux d'exécution était à moins de 33%. C'est leur chiffre, c'est leur document. 600 km de pavés prévus à Cotonou, ils ont fait à peine 200. C'est où ce qui est sur le terrain? Vous ne voyez rien. Mais je dis c'est où? Et j'ai commencé par vous dire ceci. Oui. Ce que moi j'aime voir, c'est ce que tu as pris par rapport à ce que tu as fait. C'est ce à quoi tu t'es engagé par rapport à ce que tu as réalisé. C'est ce que je vois ça. Je ne peux pas voir comme vous quelques goudrons bitumes jetés par-ci, par-là pour dire qu'on suit. Ça, c'est toujours fait dans le pays. Pas à cette hauteur. Qu'est-ce que vous avez appelé hauteur? C'est un complément. Vous voyez que c'est un complément. Quand vous prenez Porto-Novo, quand vous prenez un certain nombre de villes, vous voyez qu'il y a une métamorphose qui s'observe. De Cotonou à Sémekodi et de Sémekodi à la frontière du Nigeria, c'est le président Talon qui a construit ça. Je vous dis, chacun vient faire ce qu'il peut. Vous savez, maintenant ce que nous avons à apprécier, oui, dans ce peu que vous avez fait là, qu'est-ce qu'on t'a donné pour aller nous acheter les condiments au marché? Qu'est-ce que tu nous avais promis? Qu'est-ce que tu as fait? C'est là toute la question. Très bien. Et donc, vous vous appesantissez sur un certain nombre d'engagements pris et sur les résultats. Voilà. Où sont aujourd'hui les lycées techniques qu'il a promis? C'est où? Il y a beaucoup d'autres choses. Hein? C'est lui qui disait devant, comment on l'appelle, le président. Est-ce que le bilan des 65 ans d'indépendance devrait se résumer à la gouvernance? Je dis que ça n'a pas évolué, oui, fondamentalement. Mais ça devrait vraiment s'accélérer en 2016 au regard des ressources que le peuple met à disposition. S'il y a une période à condamner, c'est cette période-là. On ne peut pas prendre 3 000 milliards pour nous donner ce qu'on nous donne là. Soyons d'accord. Moi, je suis un homme de chiffres. Aussi un homme de droit. Je suis d'abord comptable, économiste, mais juriste aussi. Puisque vous parlez d'économie, justement, notre économie a connu quand même une certaine bonne santé, même approuvée par justement un certain nombre d'institutions internationales. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez? Ces chiffres ne valent rien. C'est des institutions. Ce qu'on donne aux institutions internationales, oui, c'est ça qu'elles apprécient.
Or, ceux qui donnent ces Elles font choses-là... l'enquête. Hein? Elles ne font pas d'enquête. Oh, mais les écoute, institutions. j'ai été, par le passé, participant à la rédaction d'un document hebdomadaire qui permet ce que nous appelions le tableau de bord, qui permettait de voir ce qui se passe. Les informations sont données aux bailleurs. Et lorsque vous voyez ceux qui sont là, excusez-moi, la mauvaise foi dont ils font montre par moment, le mensonge, le non-respect de scienture. En fait, on ne peut pas prouver tout ça. Vous ne pouvez pas leur faire... On peut pas... Quand vous parlez de mauvaise foi, c'est des mots vraiment très graves. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vous ai donné un exemple de mauvaise foi. Quand vous dites, par exemple, je vais donner du parrainage au très bon candidat. Pour moi, mon critère, les parrainages ne devraient aller qu'aux candidats des partis politiques, puisque quand nous avons fait la charte, nous avons dit, voilà, ces partis politiques qui vont désigner désormais le président de la République. C'est ce que nous avons dit. Mais au moment des faits, Irénée Agossa était candidat de quel parti politique? Corentin Kowi était candidat de quel parti politique? C'est des candidats sérieux, ça. Pendant qu'on refusait ça aux candidats des partis politiques. Est-ce que les candidats, le choix de donner de parrainage à des candidats, est-ce que cela ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de celui qui détenait? Ce que je vous ai dit, j'ai été clair. Le président a dit publiquement, je m'investirai à trouver du parrainage à tout candidat sérieux. Qu'est-ce qu'il met dans candidat sérieux? Exactement. Candidat sérieux, moi pour moi, ça Il ne devrait doit se pas retrouver dans un parti politique. dans un parti. C'est lui qui a signé, promulgué la charte, non? S'il fait quelque chose en dehors, il va dire que c'est un candidat sérieux. Sinon, autant dire, tout le monde peut faire n'importe quoi. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. Alors, quand vous assistez à ces choses-là, quand vous allez à un procès, pour voir que des gens qui ont traversé une frontière pour aller faire un enlèvement viennent libres au tribunal. Bon, vous revenez surtout sur cet aspect. Je vous donne des exemples. On est en train de parler des 65 ans quand même. Non, parce que vous avez dit mauvaise foi de donner des exemples. C'est ce que vous m'avez dit. On fait cette brèche-là, si vous permettez, Antoine Guédot. Justement, les 65 ans, vous avez dit on aurait pu évoluer. Oui. Mais pour vous, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas. Et le président Talon a péché par deux choses. Vous suivez? Il n'était pas en fait très loin des politiques. Il a bien observé ce qui ne va pas. Il est venu présenter un programme. Le GSR comptait sur lui pour qu'il corrige beaucoup de choses. Vous comptiez sur lui? Pour qu'il corrige beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Parce qu'au moment où il venait au pouvoir, oui, nous savions qu'il y avait des choses qui ne marchent pas et qu'il devrait corriger. Vous suivez? Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Quels étaient les champs? Ensuite, avec les 3 000 milliards qu'il a reçus, oui, on n'a pas senti ça. Quels étaient les champs à explorer, selon votre entendant? Vous savez, quand il venait au pouvoir, oui, la classe politique avait une ou deux problèmes. D'abord, c'est la transhumance. Vous suivez bien. Deuxièmement, c'est l'argent dans la politique. Il a corrigé ça. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe entre UP et BR. On est aujourd'hui BR, on va à UP, on est UP, on va à BR. Ça, c'est les partis du président lui-même. On pourrait dire que ça s'est diminué considérablement. Avant, c'était à volo. Ah bon? Ah bon? Alors qu'on n'a mis aucun frein à ça, est-ce qu'il y a eu une punition pour ces choses-là? Non. Non. La punition aurait permis d'éradiquer ça.
On ne le fait pas. On a mis simplement dans un texte, on ne doit pas être membre de 2 partis. Mais si cela arrivait, on fait quoi? On ne l'a pas dit. C'est comme ça qu'on veut corriger. Voilà. Et le deuxième... L'argent dans la politique. Oui. Vous avez vu, hein? De façon concrète, est-ce que l'argent peut disparaître de la politique, même sous d'autres cieux? L'argent, on sait, même aux États-Unis, vous voyez que même le président Trump a été soutenu par le milliardaire Musk. L'argent dans la politique. Aujourd'hui, là, même si vous allez à l'Assemblée avec 28 députés, vous n'avez pas de quiétude. On peut acheter vos députés à tout moment. C'est ça ce qu'on appelle l'argent dans la politique. Ce n'est pas le peu qu'on dépense pour faire la campagne, encore que personne ne donnait de l'argent aux populations en réalité. On faisait la collation, on leur payait le déplacement. Ça, ce n'est pas l'argent, ça. Mais ce que les politiques même font aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir. Donc, ça n'a pas été corrigé. Et puis la corruption. La sécurité. Dans sa pré-campagne, le président Patrice Talon estimait qu'on a mis une surveillance derrière chaque citoyen et que ce n'était pas tolérable. Il estimait que l'exécutif avait trop de pouvoir et que ce n'était pas tolérable. Vous savez combien d'agents sont aujourd'hui le siège à la présidence? Le président de la République avait trop de pouvoir, c'est ça. Ce qui n'existait pas avant lui. Ensuite, surveiller chaque citoyen aujourd'hui, ce régime en est champion. Pas du tout. Comment? Combien de citoyens, combien de politiques aujourd'hui ne sont pas sur écoute? Ah ben, on n'a pas de preuves. On ne va pas évoquer des sujets pour lesquels on n'a pas de preuves. Antoine Guédou, vous êtes d'accord avec nous? On est bien évidemment sur une chaîne de télévision. Vous le savez. Vous voulez avoir la preuve comment? Que vous êtes sur écoute. Parce que il y a une manière. On ne peut pas dire des choses sans pouvoir quand même. Tout le monde sait que nous sommes tous aujourd'hui sur écoute. Moi, je ne le sais pas. Vous ne pouvez pas dire tout le monde. Bon, moi, je sais si pas. Toi, tu ne le sais pas, la classe politique le sait. La classe politique le sait. C'est un système. C'est un système. C'est le système qui a orchestré ça. Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour les prochaines années pour le Bénin? On est en train de boucler 65 ans. Pour les années à venir et surtout, vous savez que les élus de la 9e législature ont voté récemment donc la loi portant vision nationale de développement 2060. Donc le Bénin se projette dans les 35 prochaines années. Voilà encore un projet grave. Ce qui engage la nation jusqu'en 1960. 2060. 2060. Ça doit faire leur affaire seul. Les représentants du peuple. Et un parti d'opposition y a contribué, les démocrates. Quand on a dit, pour être parti politique, vous devez faire ça, et puis vous avez un agrément, quelle est son utilité? C'est pour les mettre après dans la poubelle? Quand ils ont l'agrément? Je vous dis, la question des démocrates là, elle est insuffisante. On veut juste en faire, comment dirais-je, un enjolivet. Ce n'est pas de bonne foi qu'on le fait. Pour cette loi, pour les travaux de cette loi, vous auriez souhaité qu'on puisse consulter ou associer tous les partis politiques. C'est ce que vous auriez souhaité ou... Bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas passé par 4 chemins pour le dire. Là, on saura qu'on a une volonté d'associer tout le monde. Mais si c'est pour dire l'opposition est là pour maquiller, ce qu'on veut vraiment faire, ça n'a pas de sens. Est-ce que pour Bénin à la FIA 2025, il y avait un tel procédé? S'il n'y avait pas un tel procédé, pourquoi le faire aujourd'hui? Écoutez, c'est vous qui dites qu'il n'y a pas ce procédé-là. Je pose la question, est-ce qu'il y avait un tel procédé? Vous savez bien. Avant
2015, avant 2015, tu fais de l'opposition et occuper des postes stratégiques dans l'administration. C'est déjà une manière d'associer l'opposition. Moi, j'ai vu Ouad dans le gouvernement Diouf. Il est tout le temps dans le gouvernement. Il peut démissionner à la fin vers la fin de l'exercice et se positionner candidat, et puis il peut revenir après. Il faut aller chercher les compétences partout. Partout, je vous dis. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bon. Si vous avez d'autres sujets, on en parle. Bien évidemment, on finit d'ailleurs par là. Les élections générales de 2026, je sais que ça vous tient à cœur. Et puis avec la doléance donc, de réviser, de relecture du code électoral. Et puis voilà, le délai est passé. La relecture du code électoral, est-ce que vous êtes passé à autre chose? Le délai n'est pas si passé que ça. Le délai qui impose le consensus est là. Ah, le délai. Aujourd'hui, on peut encore le faire, mais sous consensus. Vous suivez ce que je dis? On peut le faire. Mais nous avons dit ce que nous pensons. Nous refusons deux choses. La première chose, les dispositions qui nous amènent droit dans le mur. Nous l'avons fait savoir à l'opinion nationale et internationale. Le président Patrice Talon prend ses responsabilités. Il assume. Nous, notre rôle, c'est de dire ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Nous l'avons dit haut et fort. La deuxième chose que nous contestons, c'est la détermination à tricher dans l'opacité. Monsieur Orden Aladati a beau dire, bon, écoutez, je refuse qu'on dise que c'est pour tricher, mais les faits sont là. Les faits sont là. En fait, quand vous dites les faits sont là, alors que le code électoral s'impose à tous les partis politiques, qu'on soit de la mouvance ou qu'on soit de l'opposition. C'est pour cela que les faits disparaissent. Le fait aujourd'hui est que on dispense l'opposition de tout moyen de preuve en cas de tricherie. Et pour l'expliquer, on dit, c'est la Sénat qui nous a dit qu'on ne peut pas faire autant de copies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour garantir les droits de chacun? Ils ne le disent pas. Puisqu'on dit que c'est à ce niveau-là que la preuve est installée. Et toi, tu nous dis d'aller regarder en arrière. Ce n'est pas toi le juge constitutionnel. Si vous dites, maintenant, la Sénat a dit que ce n'est pas possible, alors il faut autoriser le juge constitutionnel à prendre comme référence les documents inférieurs. D'accord? Vous ne le faites pas. Elle vous dit non, il peut vous prendre ceci, alors que la loi dit autre chose. Nous en avons été victimes avec la Cour Amunda. Et nous le soulignons. Ça fait deux choses. La détermination à tricher, je le dis encore haut et fort. Parce que... En fait, il n'y a pas un autre mot... Je dis la détermination à tricher. Parce que vous ne pouvez pas dire que la preuve exigée par la loi est claire et dire que les autres n'auront pas la preuve. Vous dispensez les autres de preuves. Est-ce que cela ne s'impose pas à tous les partis politiques? Qu'est-ce qui s'impose à tous les partis? C'est-à-dire que autant vous avez telle copie du dépouillement peut-être, les autres également. Non, au finish, il reste toujours une copie. Qui donne ça? Qui donne à l'UPR? Il reste toujours une copie. Pourquoi, si on veut atténuer un peu la chose, pourquoi ne pas remettre cette seule copie-là à l'opposition? Étant entendu que tous ceux qui reçoivent les autres copies par ailleurs sont de l'UPR ou du BR. Pourquoi ne pas faire ça? Nous ne sommes pas dupes, mais on les voit faire. Il veut conduire le pays quelque part,
ils n'ont qu'à continuer. Très bien. Et pour finir, déjà, quand les candidats des forces politiques de l'opposition, vous entendez vous mettre ensemble pour avoir le duo candidat présidentiel, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous êtes à quel niveau? Ou vous réunissez simplement pour pouvoir parler des questions de communauté? Nous serons ensemble pour avoir un duo, peu importe leur origine. Vous comprenez ce que je dis? Peu importe leur origine. On prendra les gens qui sont capables de faire le travail et les gens qui peuvent être acceptés par le peuple. Ils n'ont pas besoin d'être du GSR, de ceci, de ça. Non. Si les meilleurs candidats sont dans les GSR, ou bien dans les démocrates, ou dans NFN, ou dans MPL, nous aviserons. Et donc, il y a des primaires qui vont s'organiser? Ce qui est sûr, aujourd'hui, là, nous prenons déjà des décisions. Et quelles décisions? D'autres décisions. Oui. Et ces décisions-là, c'est en discutant, c'est en échangeant. Il n'y a pas de dictature. On échange et on prend le consensus. Parlez-nous des dernières décisions. Vous n'êtes pas d'un couvent et vous voulez connaître ce qui se fait dans le couvent? Ah, ben, les décisions... Et vous voulez qu'on vienne dire ça à la place publique? Ah, donc, ce sont des décisions en privé. Vous exagérez. Quand est-ce qu'on saura les candidats, donc, du cadre de concertation ou de l'opposition, par exemple? La loi l'a prévu. On dépose des candidatures quand? Il faut attendre alors octobre. Mais, quelle contrainte nous avons, à part ça? Il y a une contrainte de temps. Non, se faire connaître du peuple? Non, non, non. C'est pas nécessaire. Ou vous scrutez la mouvance? Écoutez, le peuple connaît suffisamment les partis déjà. Ceux qui sont capables de bêtises, ceux qui sont capables de défendre les intérêts du peuple, le peuple les connaît. Et leur fait confiance. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas le candidat, hein, c'est le parti. Ça a changé. Mais c'est le contexte même de la charte, la nouvelle charte des partis politiques. C'est le parti, ce que le parti dit là. C'est ça que les gens suivent pour le candidat. Le parti dit, après avoir étudié tout ça là, je vois que c'est celui qu'il faut pour conduire le pays. La population ne fera pas autre chose. Très bien. Et donc, en clair, chers internautes, chers téléspectateurs, on va beaucoup attendre encore pour pouvoir connaître les candidats, donc, soit d'une force politique de l'opposition ou des forces politiques de l'opposition. Ne soyez pas pressés. Les candidats, nous n'allons pas importer des dirigeants comme l'exécutif le fait. Ce sera toujours parmi les gens que vous avez déjà vus. Très bien. On est à la fin, Antoine Guédou, de nos discussions en ce qui concerne Matin le politique. Quel est votre mot de fin? Je voudrais faire encore ici un appel au président Talon. Je sais que ce n'est pas facile de diriger une nation. Mais les sirènes qui sont autour de lui là, c'est les mêmes qui le désigneront demain comme Ponce Pilate. Lui-même, il a vu ceux qui étaient autour du président Yaïboni. Et comment ils sont venus facilement chez lui. Ils n'ont pas changé. Donc, il n'a qu'à puiser lui-même dans sa conscience, dans son intelligence, dans son éducation, pour faire ce qu'il faut à la veille de cette fête-là, pour inciter tout le monde à l'unité nationale. Très bien. C'est le premier mot de fin. Le deuxième, j'appelle le peuple à être vigilant. Et à savoir que les prochaines élections là, la surveillance, c'est une surveillance populaire. Ça s'est déjà passé ici une fois, quand le président Soglo devrait être maire de Cotonou. La surveillance a été une surveillance populaire. Et malgré tout ce que le pouvoir avait comme excellence, comme arsenal, son plan a échoué. Voilà mes mots de fin.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Antoine Guédou. Vous êtes le président du parti politique Grande Solidarité Républicaine, GSR. Main dans la main dans la main, c'est bien ça. Et puis, vous êtes le porte-parole du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Merci donc pour votre disponibilité, pour votre présence, pour ces échanges bien nourris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Matin Libre Politique. Nous vous remercions d'avoir suivi sur Matin Libre Télévision. On va se retrouver très incessamment pour d'autres thématiques et avec d'autres invités, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.